Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et effectivement dans la continuité de l'impact de la Covid sur le management, je vais vous parler moi plutôt des ressources humaines et tout ça s'inscrit dans un ouvrage que j'ai publié avec mon collègue ami Olivier Meyer il y a quelques semaines chez Duno. J'en profite pour dire que je dirige deux diplômes à l'Université Paris-Est, la licence professionnelle métier de la GRH et le Master 2 GRH dans les multinationales de l'IAE Gustave Eiffel. Et puis j'ai aussi deux autres fonctions dans le monde RH, la direction des publications du Lab RH, qui est un écosystème de start-up RH, et la rédaction en chef adjoint d'un trimestriel qui s'appelle le MAG RH. Un cours historique pour que vous puissiez comprendre d'où je viens. En fait, j'ai été l'animateur de la commission prospective de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. Et à l'occasion du centenaire de l'association, j'avais coordonné un ouvrage il y a maintenant 7 ans qui s'intitulait « À quoi ressemblera la fonction RH demain ?» Et j'avais été surpris, et je pense qu'Aurélie fera la continuité autour de ça, par deux éléments clés dans le cadre de cet ouvrage. La première, c'est que j'avais découvert à ma grande surprise que l'image de la fonction RH était catastrophique. On parle de RH bashing et on en reparlera. Et puis la deuxième, c'est que c'était finalement un pan organisationnel très impacté par le digital et les nouvelles technologies. Et donc, 3 ans après, ça m'avait donné envie de me lancer dans deux aventures. Un ouvrage collectif pour comprendre les raisons de ce RH bashing. Et puis un deuxième pour voir finalement la façon dont les technologies, l'intelligence artificielle, la blockchain, la réalité virtuelle pouvaient transformer la fonction. Et donc, c'est dans une forme de continuité, finalement, que je suis parti dans une nouvelle aventure en 2020, en pleine pandémie, voir comment la Covid changeait les postures et rôles de la fonction RH, et puis dans le même temps, poursuivre cette investigation sur l'impact des technologies sur la fonction. Alors, si on s'intéresse à la fonction RH, et en lien avec ce que nous disait Laurent, c'est que c'est vraiment la fille aînée de la seconde révolution industrielle du Taylorisme. Elle apparaît en moyenne dans les organisations autour des années 1910, 1920, pour deux grandes raisons. Les entreprises grandissent. Il nous faut un intermédiaire entre la direction et les salariés pour gérer tout un ensemble d'actes administratifs en lien avec les salariés. Et puis, deuxièmement, le droit du travail se met en place et n'aura de cesse que de se complexifier pour avoir des milliers de pages aujourd'hui quand on regarde notre code du travail français. Et finalement, on doit ça à un chercheur américain, Dave Ulrich. Au cours du XXe siècle, la fonction RH va additionner, sans jamais renoncer, un certain nombre de nouveaux rôles en fonction du contexte auquel elle va faire face. Donc, pendant ces 30 premières années, un expert administratif qui gère la paye, le contrat de travail. Puis, lors du Front populaire et des 30 glorieuses, un rôle de champion des salariés autour du recrutement, du développement des collaborateurs et un rôle de régulateur social pour négocier avec les partenaires sociaux et gérer les conflits. Dans les années 80, plutôt une fonction vue comme potentiellement un avantage concurrentiel pour les entreprises et comment la fonction RH peut permettre aux directions générales d'atteindre nos objectifs stratégiques. Et puis depuis la chute du mur de Berlin et l'accélération de ce monde VUCA dans lequel on vit, plutôt une fonction en charge des adaptations aux changements permanents et des différentes transformations culturelles. Alors, quelle était l'image par rapport à ce rôle historique de la fonction RH avant la pandémie? Je vous ai parlé du RH bashing. Je vais chercher à l'incarner. En gros, ce qu'on entend par bashing dans le dictionnaire Larousse, c'est un dénigrement systématique porté par l'ensemble des acteurs, notamment médiatiques, sans contrepartie. C'est-à-dire que, pour vous donner une illustration, si on regarde les 170 derniers films français sur le monde de l'entreprise, dans les 170 films, le RH a une figure, soit de salaud, soit de manipulateur, soit de méchant. Et donc, on n'est pas dans une égalité de traitement avec 30 RH sympathiques, 30 antipathiques et 120 autres. Et finalement, la critique, elle est portée aussi bien par les dirigeants que par les salariés. On date le phénomène de RH bashing il y a une quinzaine d'années. Un auteur anglo-saxon, Kate Hammond, qui est rédacteur en chef d'un journal, qui publie un article qui a été beaucoup lu des millions de fois, Why We Hate HR, pourquoi nous détestons les ressources humaines, et qui massacre la fonction en disant qu'elle ne sert à rien, que c'est une force bureaucratique malveillante, que
elle ne génère aucune valeur, qu'elle attire les médiocres. Et depuis, on est resté sur ce mouvement-là. En fait, on peut concentrer les reproches faits à la fonction en 6 thématiques. La première, elle est trop administrative, elle est restée très 20e siècle, très taylorienne, très centrée sur la paye et le contrat de travail. La deuxième, elle nous fait faire, nous managers, nous salariés, des choses qu'on déteste, comme l'entretien annuel d'évaluation, des activités de reporting. La troisième, elle est auto-centrée, elle est pas du tout au service d'eux, mais elle sert ses propres intérêts. La quatrième, c'est qu'elle n'arrive pas à encadrer les pratiques managériales, empêcher les crises ou déployer des mécanismes éthiques. Et puis la dernière, c'est que c'est une fonction de coût, en fait, en compte de résultat. Elle coûte, mais est-ce qu'elle crée de la valeur? Grand point d'interrogation. Et si on regarde, par exemple, une enquête récente avant la pandémie faite par Boson Project et SAP, quand on demande à des salariés de caractériser la fonction RH, à 64%, pas très sympathique, ils disent fantomètre au service de la direction générale, 12% narcisse au service de lui-même, et il n'y en a que 11% qui nous disent renbas des bois au service des salariés. En fait, il y a un mouvement de balancier qui caractérise ce RH bashing, avec d'un côté des dirigeants qui ne la trouvent pas assez stratégique, pas assez contributive, trop administrative, et de l'autre côté, les salariés, les partenaires sociaux et un certain nombre d'acteurs sociétaux qui la trouvent au contraire qu'au service du business, trop gestionnaire, trop froide, trop éloignée des salariés. Alors, qu'est-ce qui a changé l'ère Covid-19 ? Dans un premier temps, ce qu'on constate dans l'ouvrage et à travers des différentes enquêtes quanti et quali qu'on a pu faire, c'est une explosion de la charge de travail, avec, dans un premier temps, un doublement du temps administratif. Ben oui, finalement, c'est la fonction RH qui est aux premières loges du confinement, du déconfinement, des règles sanitaires, du télétravail, de la formation à distance et du maintien de la culture. Et puis, dans le même temps, les autres rôles qui ont aussi explosé, la négociation sociale parce qu'il y a des décrets pondus par le gouvernement tous les 4 matins, un rôle de conseil auprès des managers dirigeants parce qu'on est face à une situation inédite, un rôle d'accompagnement d'un changement, un rôle culturel, là encore, et puis d'innovation, puisque, par exemple, si on prend le recrutement, je ne peux plus faire d'entretien en présentiel, donc je vais devoir déployer des entretiens vidéo différés. Si on prend la formation, je ne peux plus faire de formation en salle, je vais devoir déployer des dispositifs numériques de formation. Et aussi, finalement, quelque chose qui a été très favorable à la fonction RH. D'habitude, cette fonction prend son temps, elle se dit gardienne du temps long, elle est centrée sur elle-même, et là, elle a dû faire pas cher, rapide, agile, à fort impact. Et d'une certaine manière, le premier constat de cette ère Covid, c'est que c'est la première fois depuis 15 ans qu'on voit apparaître un peu partout, un peu à l'image et à l'instar des infirmières, des posts, des tweets, des collaborateurs qui disent merci les RH. C'est un grand paradoxe. On reprochait à la fonction RH de ne pas assez être présente et au service dans un moment où on était dans le moment du présentiel. Il a fallu que les RH se retrouvent à distance pour qu'elles redeviennent présentes pour les collaborateurs. Donc, si on regarde assez froidement les choses, on est passé ces dernières semaines d'un RH bashing à un RH loving, avec notamment une reconnaissance par les dirigeants et les collaborateurs de l'efficacité, de la rapidité, de l'agilité et de la valeur que pouvait créer cette fonction. Donc, c'est pas mal. Mais le plus dur reste à venir. Donc, quels sont les défis de la fonction RH et quels sont les défis qui peuvent l'attendre aujourd'hui? Déjà, depuis quelques semaines, notre indicateur et notre code d'amour a baissé, et en particulier, après cette crise sanitaire, c'est la crise économique qui va arriver, avec cette crise économique des lots de restructuration, de PSE, de chômage de masse, et bien entendu, il y a une corrélation entre l'image de la fonction RH et la situation économique des pays. Vous avez peut-être vu dans l'actualité, il y a quelques semaines, malheureusement, c'est des drames qui ne sont pas liés à la Covid. 2 DRH ont été assassinés par un déséquilibré devant les portes de leur entreprise parce qu'elles avaient été responsables du licenciement de cette personne il y a une dizaine d'années. Donc, la fonction RH se retrouve à la croisée des chemins. Est-ce qu'elle va basculer dans ce qu'on appelle le RH hating, une forme de bouc émissaire et de détestation, une incarnation de la crise, ou est-ce qu'au contraire, elle va savoir maintenir une image plus forte qu'avant la crise, ce que moi j'ai appelé la RH shiny, donc un peu une RH qui brille, comme les étoiles dans le ciel certains soirs, pas à Paris,
mais du côté de la Seine-et-Marne, ça peut arriver. Ce qu'on sait, c'est que la fonction RH n'empêchera pas les restructurations. On sait que malheureusement, les activités de la fonction vont basculer, qu'il y aura un lot de plans de sauvegarde de l'emploi. Donc, beaucoup de choses vont se jouer dans la posture, dans le respect, dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la transparence, dans la façon éthique dont on va pouvoir gérer et se séparer potentiellement de collaborateurs qui nous accompagnent depuis un certain nombre d'années. Donc, il y a un enjeu de la fonction RH, à défaut de ne pas pouvoir prendre tel type de décision, c'est prendre ces décisions de la manière la plus socialement responsable possible. Le deuxième défi pour la fonction, c'est que, fort de cette crise, on va devoir apprendre à déployer des politiques RH de manière frugale. Je ne sais pas si vous êtes familier de cet auteur indien, Navid Raju, qui a produit un ouvrage assez passionnant en innovation Jugad, mais comment finalement demain, moi, fonction RH, je sais plus mobiliser mes pépites internes, recycler mes dispositifs, faire moins cher, centrer mes actions prioritaires sur les vrais besoins des gens, calculer le ROI, et plutôt être en production agile et d'amélioration continue de mes différents dispositifs. Tout ça paraît simple quand on est dans le monde du marketing, par exemple, ou de l'innovation. C'est beaucoup plus compliqué pour la fonction RH. Troisième enjeu, troisième défi, on est dans un monde de la complexité. Comment, au même titre qu'une startup sait pitcher en 30 secondes, je vais savoir, moi, demain, déployer des politiques RH compréhensibles par mes collaborateurs et mes dirigeants en quelques mots. Comment je vais réussir à simplifier ma feuille de route en faisant, par exemple, ce qu'on appelle un business canvas RH qui permet de résumer en un seul slide la proposition de valeur de la fonction, les solutions mises en avant, les KPI qu'on va suivre et nos cibles. Comment je vais pouvoir gérer ce moment pas simple qui me pousse à la fois à anticiper des évolutions sociétales, l'avenir du travail à distance, l'impact de l'intelligence artificielle sur les emplois, et dans le même temps être l'acteur du temps présent. On sait que les collaborateurs ne sont plus du tout engagés par les discours, par les paroles, mais par l'exemplarité. Et cette fonction RH, si elle veut entraîner et accompagner les transformations, elle devra démontrer par l'action et par la preuve ce qu'elle prescrit à ses collaborateurs. Très clairement, dans un monde finalement qui se refroidit du fait de la distanciation sociale et de l'explosion de l'intermédiation par des outils digitaux, des relations entre les salariés, entre eux et avec il y a un enjeu, il y a un élément clé de la fonction RH qui va se retrouver dans l'humanisation de la société. Et on voit d'ailleurs apparaître des mots un peu sympathiques, peut-être un peu marketing, comme animateur de communauté, architecte de culture virtuelle, mais plus finalement l'organisation va se refroidir, plus il y aura une nécessité pour la fonction RH de l'humaniser, de l'émotionnaliser, je ne sais pas si le terme se dit, mais il y a un axe à jouer là. L'autre point, c'est que, et c'est très perturbant pour beaucoup d'entre nous, on est véritablement rentré dans l'ère du mouvement perpétuel de l'adaptation à notre environnement. Notre époque n'est plus faite de choc pour moi, mais plutôt d'une nécessité que l'acteur a à renouveler, par exemple, en permanence son portefeuille de compétences, à acquérir en permanence de nouveaux savoirs, à investir en permanence de nouvelles thématiques pour développer ses capacités de sérendipité, d'action et de créativité. Et on le constate d'ailleurs dans différents travaux. Récemment, une start-up du Lab RH Booster a publié en partenariat avec Oxford et le MIT une étude sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les emplois. Et dans la lignée des travaux de Lévy et Mornay, qui, eux, ont une perspective historique sur 60 ans, toutes les tâches, toutes les compétences simples, qu'elles soient manuelles, cognitives ou relationnelles, déclinent dans les emplois et déclineront demain, puisque c'est les plus automatisables, parce que c'est les plus répétables. Et donc, la fonction RH a un enjeu d'aider chacun d'entre nous à monter en gamme et à développer nos compétences cognitives et nos compétences d'interaction complexes. J'ai une métaphore pour caractériser ça, et caractérisée aussi par cette courbe en U. On voit que les emplois les plus menacés par les technologies sont ceux qui sont aux extrémités, soit trop processés, et dans ce cadre-là, même un avocat ou un radiologue peut être challengé, soit trop simpliste, mais qu'en revanche, si on arrive à développer le cerveau, les compétences cognitives, le cœur, les compétences relationnelles, les tripes, les compétences comportementales d'un collaborateur, et si on les pousse vers leur force, à l'image de ce chef qui
pourtant avec des ingrédients assez simples, de la farine, des œufs, de l'eau, du sel, c'est faire des crêpes succulentes, alors que beaucoup ont du mal à simplement les réussir et les rendre digestes. On se préserve de risques d'automatisation de l'intelligence artificielle, en tout cas dans les prochaines années. Donc la fonction RH pourra aller vers le RH Shining, à condition qu'elle ait son rôle dans l'entreprise apprenante, qu'elle soit frugale, qu'elle sache articuler l'exemplarité du présent et veille prospective, mais également qu'elle sache construire une expérience collaborateur renouvelée. On se rend compte que finalement, ce qui engage aujourd'hui les individus, ce qui engage les salariés, c'est le fait que la proposition d'expérience que leur propose un employeur excelle dans 5 dimensions. Il y a les dimensions traditionnelles. En gros, c'est la dimension intellectuelle, le contenu de l'emploi, le salaire, le challenge, les perspectives de carrière, les perspectives de formation. On a longtemps eu la dimension physique, la qualité des locaux, mais on voit que ces locaux vont devoir totalement être réinventés, qu'on va vivre aussi avec la nécessité d'avoir peut-être des locaux dans lesquels il y a du sans contact, dans lesquels on se sent en sécurité, dans lesquels on sent de la convivialité, des locaux dans lesquels on vit des expériences. Et ce qui monte depuis une vingtaine d'années de plus en plus, c'est bien sûr la dimension digitale. Les collaborateurs attendent de l'organisation des outils digitaux de même niveau que ce qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie privée, intuitifs, faciles à utiliser, qui génèrent une expérience positive, mais aussi de plus en plus une expérience émotionnelle. Nous sommes des animaux sociaux, faits d'interactions, d'échanges, et de plus en plus, avec la montée des préoccupations environnementales et sociétales, une expérience aspirationnelle. Il faut que tout ça serve des finalités qui font sens pour l'individu et la recherche de congruence entre un projet de vie personnel et professionnel. Donc, bien entendu, au-delà de l'adaptation aux technologies, au-delà des conséquences de la Covid-19, les questions d'entreprise inclusive, la question de la responsabilité sociétale de l'entreprise, voire les problématiques de réchauffement climatique seront centrales. Et c'est donc bien une fonction RH sur 3 pieds que la Covid-19 nous amène à envisager. Merci de votre intérêt.